Bonjour et bienvenue sur Croisée des chemins. Commençons tout de suite par les informations. Beaucoup de nouvelles sur les masques à propos de porter ou ne pas porter. Mais d'abord, les sièges se déplacent à la Chambre des représentants. Les données du recensement de 2020 sont sorties et il y a quelques bouleversements dans le collège électoral et la Chambre. Les 435 sièges de la Chambre des représentants sont répartis entre les États en fonction de leur population. Cela a également un impact sur le nombre de votes électoraux obtenus par chaque État. Le Texas et la Floride gagnent des sièges à la Chambre tandis que l'État de New York en perd. Les États qui ont gagné les sièges sont le Texas, qui a gagné non pas un mais 2 sièges, le Colorado avec un siège, la Floride un siège, Montana un siège, la Caroline du Nord un siège et l'Oregon un siège. Plusieurs sont considérés comme des bastions républicains. L'ancien président Trump a remporté 5 de ces États lors de l'élection de 2020. Les 7 États qui ont perdu un siège chacun sont la Californie, l'Illinois, le Michigan, New York, l'Ohio, la Pennsylvanie et la Virginie occidentale. Ils devront attendre le prochain recensement dans 10 ans pour voir s'ils regagnent des sièges. La Californie a perdu un siège à la Chambre des représentants pour la première fois en 170 ans d'histoire. La Californie est toujours l'État le plus peuplé et de loin, mais sa croissance est plus lente que celle des autres États. New York a également perdu un siège, il n'a perdu que 89 habitants. Dans l'ensemble, la population des États-Unis est passée à plus de 331 millions d'habitants. Et c'est une augmentation de 7,4% par rapport à 2010, le deuxième taux de croissance le plus lent jamais enregistré. Le Bureau du recensement des États-Unis a publié les données de 2020 lundi, après des mois de retard en raison de la pandémie. Chaque État utilise les données de recensement pour redessiner les lignes à la fois pour les districts et les sièges de l'État. Ce processus est connu sous le nom de redécoupage électoral. En fait, ce travail nécessite des données plus précises, bloc par bloc, que le recensement devrait publier en septembre. Et nous abordons à présent les masques et les allers-retours sur ce sujet. Mais juste avant cela, parlons des Big Tech. Il y a 7 républicains de la Chambre qui rejettent les dons de grandes entreprises technologiques. Le principal républicain de la commission antitrust de la Chambre, le républicain Ken Buck, est à la tête de 7 membres du Parti républicain de la Chambre dans le cadre de l'engagement pour l'Amérique, lancé en début de semaine. L'objectif est de rester à l'écart des dons de campagne provenant des sociétés comme Facebook, Google, Amazon, Apple ou Twitter. Selon un rapport du groupe de défense des consommateurs à but non lucratif, Public Citizen, ces entreprises comptent parmi les plus gros contributeurs aux campagnes politiques et les plus gros dépensiers en matière de lobbying du pays. Le rapport a révélé que la Big Tech a battu ses propres records au cours du cycle électoral de 2020, dépensant un montant énorme de 124 millions de dollars en lobbying et en contribution aux campagnes. Et la majeure partie de cette somme provenait d'Amazon et de Facebook. Le rapport a noté que de 2018 à 2020, Amazon a augmenté ses dépenses de 30%, tandis que Facebook a ajouté un stupéfiant 56% à son investissement à Washington. Alors pourquoi ces 7 républicains de la Chambre des représentants refusent ces contributions ? Ils disent dans leur déclaration qu'ils croient, je cite, fermement au marché libre et aux libres échanges d'idées. Ils affirment que des entreprises comme Facebook, Google, Amazon, Apple et Twitter ont atteint le statut de monopole et violent ainsi leurs convictions. Les 7 républicains sont Chip Roy du Texas, Greg Stubbs de Floride, Ralph Norman de Caroline du Sud, Dan Bishop de Caroline du Nord, Burgess Owen de l'Utah et Andy Biggs de l'Arizona. Ils poursuivent en notant, je cite, « Dans le domaine des affaires, chacune de ces entreprises a utilisé son pouvoir de monopole pour étouffer l'innovation et détruire les concurrents. » Par exemple, poursuivent-ils, Google s'est retiré de l'examen des contrats du ministère de la Défense des États-Unis d'une valeur de 10 milliards de dollars en invoquant le fait que les projets militaires américains sont en contradiction avec ses valeurs d'entreprise, mais a ensuite collaboré avec le gouvernement chinois pour développer une version censurée du moteur de recherche Google appelé l'expérience Dragonfly. Ils poursuivent en soulevant des inquiétudes quant aux pratiques de nombre de ces entreprises, notant que ces entreprises désertent également aujourd'hui le pays qui leur a fourni l'environnement juridique, commercial et social pour se développer et prospérer et qu'ils courtisent maintenant vigoureusement le régime communiste chinois
dans l'espoir d'accéder à une main-d'œuvre bon marché et à une base de clientèle pratiquement illimitée. Fin de citation. Ils poursuivent en disant « En outre, la chaîne d'approvisionnement d'Apple est profondément intégrée en Chine par le biais de ses partenariats avec des fabricants d'appareils chinois qui utiliseraient le travail d'esclaves des Ouïghours dans leurs usines d'iPhone. Apple a fait activement pression sur le gouvernement américain pour qu'il s'oppose à une législation qui obligerait les entreprises américaines à garantir qu'elles n'emploient pas d'esclaves ouïghours. Les démocrates, quant à eux, affirment qu'il y a peu de preuves derrière ces accusations. Et en parlant du retour de bâton contre le pouvoir monopolistique des grandes entreprises technologiques, le sénateur Josh Hawley a récemment introduit 2 projets de loi antitrust visant les grandes plateformes technologiques. Le premier s'appelle Bust Up Big Tech Act. Elle interdirait à Amazon et Google de gérer une place de marché en ligne et de vendre des biens sur cette place de marché en même temps. Monsieur Hawley a déclaré dans un tweet que cette pratique permet à Amazon de détruire ses concurrents. Il a écrit, je cite, « Aucune entreprise ne devrait pouvoir contrôler le commerce électronique et privilégier ses propres produits sur la même plateforme et contrôler le cloud », ajoutant « Amazon devrait être démantelé ». L'autre projet de loi, intitulé Trust Busting for the 21st Century Act, et vise d'autres problèmes antitrust liés à la Big Tech. Il interdirait notamment les fusions et les acquisitions par des entreprises dont la capitalisation boursière est supérieure à 100 milliards de dollars. Et nous passons maintenant aux masques. Le CDC a mis à jour mardi ses conseils sur les masques pour les Américains vaccinés en extérieur. Les personnes entièrement vaccinées aux États-Unis n'ont plus besoin de porter de masque à l'extérieur en petits groupes lorsqu'elles font du vélo ou courent seules ou lorsqu'elles mangent à l'extérieur. La directrice du CDC, Rochelle Walensky, a ajouté qu'il n'y avait aucun risque pour les personnes entièrement vaccinées à reprendre des activités qu'elles aimaient faire à l'intérieur tout en portant un masque. Et selon NBC, la Maison-Blanche s'apprête à assouplir les directives relatives au port du masque à l'extérieur dès cette semaine. Il pourrait y avoir des directives différentes pour ceux qui sont vaccinés et pour ceux qui ne le sont pas. Maintenant que le temps commence à se réchauffer, qu'en est-il des camps d'été ? Le CDC a établi de nouvelles directives affirmant que ses conseils pour les camps s'alignent sur les preuves de distanciation sociale dans les écoles, avec au moins 1 mètre entre les enfants et au moins 2 mètres pour manger et boire. Le CDC poursuit en disant que les animateurs de camps et les autres adultes doivent rester à au moins 1,80 m des enfants et les uns des autres, et que les activités de camp doivent se dérouler à l'extérieur autant que possible, et que si elles ont lieu à l'intérieur, les portes et les fenêtres doivent rester ouvertes dans la mesure du possible. Quant aux événements de groupe et aux grands rassemblements, ils doivent être évités. Et en parlant d'enfants, les membres du Congrès demandent pourquoi le CDC recommande le port du masque pour les enfants dès l'âge de 2 ans. Le CDC a recommandé cette mesure pour la première fois en mars 2020. En janvier dernier, M. Biden a signé un décret afin que tous les aéroports, les trains et de nombreux bus suivent ces recommandations du CDC en matière de port de masque. Le groupe de législateurs a écrit à la directrice du CDC, Dr. Rochelle Walensky, disant, je cite, « La mise en œuvre de ces recommandations a eu de graves conséquences pour certains Américains. De nombreux parents de jeunes enfants ont été renvoyés et dans certains cas interdits de façon permanente de voyager à l'avenir sur les compagnies aériennes qu'ils empruntaient en raison du refus de leurs enfants de porter un masque. » Ajoutant, ces événements malheureux se sont produits malgré les efforts déployés par les parents pour que leurs enfants coopèrent avec l'obligation de porter un masque, une lutte à laquelle des millions de parents ont été confrontés l'année dernière. Pour les parents d'enfants handicapés, la conformité s'est avérée presque impossible, ce qui a entraîné un isolement social accru et des conséquences négatives sur la santé mentale. Les législateurs notent dans leurs lettres que dans un certain nombre de pays européens, les enfants de moins de 11 ans ne sont pas obligés de porter de masque. Ils poursuivent en disant que les scientifiques et les études ont noté à plusieurs reprises les taux plus faibles d'infection et de transmission du Covid-19 chez les jeunes enfants. Compte tenu de ces preuves, ils ont demandé à la directrice du CDC de fournir la base des recommandations du CDC et ont demandé s'il était prévu de remettre à jour ces recommandations sur le port du masque au fur et à mesure de l'apparition de nouvelles informations. Pour le moment, 32 législateurs républicains ont signé cette lettre.
Et étant donné que ces recommandations peuvent différer entre les vaccinés et les non vaccinés, parlons maintenant des vaccins. En date du 23 avril, plus de 91 millions d'Américains ont été entièrement vaccinés contre le virus en Amérique. Par complètement vaccinés, on entend les personnes qui ont reçu leur deuxième dose de Moderna ou de Pfizer, ou leur vaccin à injection unique de Johnson & Johnson. Mais tout le monde n'a pas reçu sa deuxième injection à l'heure actuelle. Selon le CDC, près de 8% des personnes vaccinées, soit près d'un dixième, n'ont pas reçu leur deuxième dose du vaccin Moderna ou Pfizer. Environ 140 millions de personnes ont reçu au moins une dose, ce qui porte à plusieurs millions le nombre de vaccinés manqués. Alors, une seule injection suffit-elle ? L'université d'Oxford a étudié la protection offerte par une seule dose. Elle a récemment découvert qu'une dose de vaccin Pfizer offrirait une protection de 65% contre les symptômes du Covid-19. Pas aussi forte que 2 doses, mais une protection significative, voire suffisante. Mais certaines personnes entièrement vaccinées continuent de contracter le virus. Le CDC les appelle les cas de percée. 64% des cas ont été recensés chez les femmes et 46% chez les personnes âgées de 60 ans ou plus. Près de 500 personnes ayant contracté le Covid, malgré une vaccination complète, ont dû être hospitalisées, bien qu'environ un tiers d'entre elles l'aient été pour des maladies jugées sans rapport avec le Covid-19. 88 de ces patients, soit 1%, sont décédés. 11 de ces décès ont été signalés comme ne présentant pas de symptômes ou n'étant pas liés à la maladie. Un porte-parole du CDC a déclaré que l'agence s'attend à ce que des milliers de cas d'infection se produisent. Les cas de percée vaccinale présentent un faible pourcentage de personnes entièrement vaccinées. Le CDC recommande à toutes les personnes éligibles de se faire vacciner contre le Covid dès qu'elles en ont la possibilité. Ajoutons que les CDC continuent également à recommander aux personnes qui ont été entièrement vaccinées de continuer à prendre des précautions dans les lieux publics comme porter un masque, rester à une distance d'au moins 1,80 m des autres, éviter les foules et les espaces mal ventilés et se laver souvent les mains. Le CDC indique qu'il surveille les cas de percée signalés pour voir s'il y a des regroupements en fonction de la démographie, de la situation géographique, du temps écoulé depuis la vaccination, du type de vaccin et de la lignée virale. Les plans pour l'avenir prévoient d'enquêter uniquement sur les cas de percée qui entraînent une hospitalisation ou un décès. Voilà, Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre présence et de votre confiance. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.